la table, donc Pierre Chapard qu'on ne présente plus, et Annick André qui est administratrice à Opelia. Donc voilà, on a choisi d'aborder ce thème de la réduction des risques à travers le travail qui a été élaboré au sein de la Commission sur les 2 dernières années. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que on avait un certain nombre d'interrogations quant à ce qui touche la réduction des risques en général, et on avait surtout 2 échéances importantes qui étaient la nouvelle loi de modernisation du système de santé, et puis on avait l'audition publique en avril 2016 aussi sur la réduction des risques. Et on attendait d'avoir un petit peu un fléchage et un certain nombre d'indications pour essayer de renforcer le travail en RDR au sein d'Opelia. Ce processus donc s'est formalisé par la mise en place d'une commission qui a eu la particularité de décliner des groupes de travail par thématique et qui se sont attachés tout au long des 2 dernières années à aborder les différentes thématiques que vous voyez s'afficher sur le slide. Cette commission avait aussi une triple ambition qui était de dire qu'on doit pouvoir s'attacher à alimenter le projet associatif et les axes stratégiques d'Opelia. Et donc on voulait, à partir du travail qui était élaboré ensemble, pouvoir émettre des recommandations qui puissent s'inscrire dans le projet associatif. On souhaitait par ailleurs aussi renforcer les formations en réduction des risques qui sont délivrées en interne à Opelia et qu'on puisse alimenter et infuser à l'intérieur des établissements de nouvelles pratiques avec une fonction intégrative de la RDR. Et on souhaitait en dernier lieu établir des passerelles avec d'autres commissions, notamment la commission prévention, puisque pour nous il y a un continuum entre réduction des risques, intervention précoce et puis la prévention. Et on souhaitait aussi pouvoir à ce moment-là avoir une passerelle aussi avec la commission des usagers qui est absolument indispensable, puisqu'en matière de réduction des risques, vous voyez que s'affiche 300 participants et en fait il y a plus de 10% des usagers qui ont participé activement à ces commissions et à ces groupes de travail. Et je pense que ça contribue aussi à faire que de façon transversale, horizontale, la réduction des risques s'imprime dans nos établissements, que ce soit en ambulatoire, en résidentiel, et c'est extrêmement important. Juste pour, avant de passer la main à Pierre, dire enfin une dernière chose, c'est que sur ce travail qui a été mené tout au long des 2 dernières années, on est en train de continuer sous un format un petit peu différent parce que ça a quand même été un travail considérable et que je vous invite, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, à prendre connaissance des différents écrits qui ont été faits sur la réduction des risques et qui doivent contribuer, en tout cas parce qu'il reste énormément de travail encore, à alimenter ce qu'est la réduction des risques en XAPA aussi et en résidentiel, j'insiste là-dessus. Je passe la parole à Pierre. Qui peut se présenter d'ailleurs. Pierre Chapard, chef de service du XAPA des ACT Trait d'Union à Villeneuve-la-Garenne. Pour les 10 ans, j'avais parié avec Jean-Pierre Coutron que j'allais dire 10 fois méthadone là, pendant mon discours. Non, je rigole. Dans la commission, donc on a travaillé beaucoup d'outils, notamment Early. On a Early, l'accompagnement au risque lié à l'injection. On a fait une formation et on a fait un cahier des charges pour que les structures puissent faire ça dans leur structure. On a bossé sur la RDR tabac et cannabis, notamment avec tous les vaporisateurs, mais aussi avec le CBD, faire rentrer le CBD dans les structures. On a bossé aussi sur la cigarette électronique en faisant rentrer à nouveau la nicotine dans la structure, en faisant des programmes qui peuvent donner des cigarettes électroniques aux usagers. Et en gros, la conclusion, c'est qu'on a beaucoup bossé sur des outils, mais le principe de la réduction des risques, finalement, c'est de faire rentrer les substances à l'intérieur des structures, qu'on le veuille ou non, avec Early, avec la nicotine, avec le cannabis, avec l'alcool, on pourra pas échapper. Voilà, c'est ce qu'on disait. D'ailleurs, c'est la vie. Et puis, au-delà des outils, je pense que et au-delà de cette commission, je pense qu'on n'a encore pas pris conscience à quel point la réduction des risques avait modifié le statut social de nos structures. Et que notre structure n'était plus là pour l'abstinence, mais pour la qualité de vie. Et pour la qualité de vie de l'usager. Pour le dire en vocabulaire footballistique,
c'est encore trop à la fin l'abstinence qui gagne par rapport à la qualité de vie et à la réduction de risque dans nos structures. Hein, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, on a fait la formation RDR niveau 1, j'ai appris qu'on faisait encore des tests urinaires pour faire parler les usagers dans nos structures. C'est complètement... Je trouve que c'est très très difficile. Bon, pour mettre juste... Encore. D'accord. Je pense qu'il faut... la première chose qu'on doit travailler au-delà des outils, et ça on va le continuer, on a fait plutôt du bon travail avec Eric, je pense qu'il faut mettre le travail sur les préjugés au cœur de nos structures, et le travail sur les préjugés sur les usagers. Voilà, ça embête encore trop les usagers, ça leur permet pas d'évoluer, d'avoir une qualité de vie optimale. Voilà, je pense que c'est le travail qui nous attend dans les mois qui viennent. Donc du coup, je passe la parole à Annie qui va nous parler qui va faire un petit focus sur un point qui est extrêmement important, qui est en débat aujourd'hui dans pas mal de structures, et notamment l'Exapa référent de prison. C'est comment faire entrer la RDR dans les lieux de privation de liberté. Donc je suis administratrice d'Opélia et aussi médecin dans une prison, dans l'UXA. L'usager, tu dis, Alain, est le premier expert et le décideur de sa vie. Il rentre en prison, c'est un lieu total de privation de liberté. Donc on va avoir comme ça beaucoup de paradoxes qui vont rendre la situation de la RDR à la fois difficile avec des éléments positifs, parce que une bonne nouvelle, c'est que la drogue rentre dans les prisons sans aucun problème. Hein, tout trafic est interdit. Mais tout le monde sait qu'il existe. On sait, mais on ne sait pas. Donc il faut faire avec. Et Damien Morillon disait, la paix sociale est sous contrôle chimique. Donc avec les benzos, avec les drogues elles-mêmes, tout passe, beaucoup passe en tous les cas dans cette paix et cette acceptation de la prison qui est quand même extrêmement violente. Vivre enfermé 24 heures sur 24 avec d'autres délinquants, seul ou à plusieurs dans des cellules, c'est un concentré de la vie sociale avec tout ce qu'elle comporte. Autre paradoxe, la justice soumet la population carcérale. Les UXA et l'Exapa collaborent avec la personne. Et ça va être arrivé à ce qu'il y ait un lien vraiment entre la pénitentiaire, la justice et le soin. La justice et la prison représentent un cadre dans lequel on va pouvoir agir, mais sous le regard de ce cadre. Si on veut faire entrer la RDR en prison, ça va commencer par la formation. Formation au niveau des UXA, formation au niveau pénitentiaire. C'est-à-dire, si les surveillants ne sont pas concernés, on n'arrivera à rien. D'autant plus que tout se fait sous leur regard et avec leur adhésion. Donc c'est une évidence qu'il va falloir faire changer ces regards. Les regards aussi dans l'UXA. Quand je suis arrivée, la psychiatre parlait des tox. Les tox, on va se faire avoir, il ne faut pas se faire avoir. La justice est dans la toute-puissance de fait. À nous de voir, de ne pas aller dans cette toute-puissance aussi, avec les traitements par exemple. Et donc il y a un regard qui est vraiment important à faire changer. Comment améliorer le dialogue afin d'instaurer une confiance qui va être la base de notre travail? S'il n'y a pas de confiance entre les soignants et la personne détenue, on n'ira nulle part. Savoir que les traitements de substitution sont rentrés dans les prisons à 100%. Le trafic des benzos existe. Benzos, Subutex, héroïne, tout produit. Alors, pour les traitements, ils peuvent arriver en interne, c'est-à-dire qu'ils sont prescrits. Et une partie sert à dealer. Et puis, par l'externe, beaucoup arrivent aussi. Alors, l'UXA, je vous rassure, on n'emmène pas de morphine. Un petit peu quand même pour la morphine, mais pas d'héroïne. Il manque un manque total d'études. C'est-à-dire on n'a pas d'études, notamment, sur quelle est l'injection en prison. Avec Alain, qui est éducateur et qui travaille dans la même prison que moi, on n'a pas de retour, et les gens sont en confiance, on n'a pas de retour d'injection.
Par contre, on a les retours des SNIF. Donc faire rentrer un programme de seringue, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, il y aura pour ceux qui s'injectent un plus. Pour ceux qui sont initiés à l'injection à l'intérieur de la prison, c'est pas si certain que ça soit positif. Comme ceux, et j'en ai vu beaucoup, je pense que les médecins sont d'accord avec moi, qui ont été initiés par les benzos en prison. Et intégrer aussi une chose, c'est que beaucoup de détenus ne veulent pas faire savoir qu'ils prennent des produits, qu'ils ont un problème de toxicomanie, aussi bien auprès des autres prisonniers que des surveillants, etc. Donc j'aurais encore des tonnes à dire, je vais m'arrêter là. C'est en tous les cas de travailler ensemble. Pour terminer, pour conclure, vous dire que en matière de réduction des risques et des dommages, on va organiser au premier trimestre 2019 ce qu'on a appelé les universités éphémères de la RDR qui se tiendront ici. On vous communiquera la date et un petit peu le programme. Voilà, merci.